mal à prendre le cours au rythme habituel. Pour ne pas trop perdre du temps, nous allons repartir, mais de manière homéopathique, en supposant que vous avez quand même digéré ce que nous avons eu à faire hier. Et aujourd'hui, pour boucler la semaine, j'aimerais qu'on se plonge dans un deuxième cas de figure des études épidémiologiques qu'on appelle les études cas témoins. Et la semaine prochaine, on verra les études de cohorte. Après tout, je vous donnerai les TD pour exercer afin d'asseoir l'ensemble du cours et d'atteindre les objectifs de notre cours d'épidémiologie. Donc, avant de mettre les deux pieds dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions peut-être une minute. J'aimerais prendre une minute pour savoir si vous avez des préoccupations par rapport au cours d'hier. Donc, si aucune main n'est levée, on peut donc continuer avec le cours d'aujourd'hui. Je comprends que c'est la fin de la semaine, les gens veulent aussi passer à autre chose. Si c'est le cas, je vous prie de prendre le document sur les études épidémiologiques et comme Alger que je vous ai remis hier et voir la page 8 où on traite des études cas témoins. Études cas témoins. Nous avons bien dit la fois dernière qu'il était question là de traiter des recherches où nous repartissons les populations en deux groupes, dont celui des cas ou des malades et celui des témoins ou des non-malades. Donc, des cas sont malades et des témoins ou des non-malades. Vous y êtes. Est-ce que vous avez retrouvé l'étude sous vos yeux? Est-ce que l'étude est sous vos yeux, s'il vous plaît? Oui, professeur. Oui, professeur. Merci. Donc, ici, je travaille avec une étudiante sur les grossesses extra à l'hôpital de référence de Talangay, qui est un hôpital général à Brazzaville. Brazzaville a 5 hôpitaux généraux et parmi un CHU, l'unique que nous avons dans notre pays. Et dans l'hôpital, à l'hôpital de Talangay, qui est le plus grand hôpital qui reçoit le plus de malades, nous avons pensé étudier des grossesses extra-utérines. Donc, il y a une faute dans le titre. C'est mieux d'écrire grossesse au pluriel. Hein? Vous pouvez ajouter S. Ah, et grossesse et utérine, vous mettez S, s'il vous plaît. Donc, l'étudiante, elle est à l'école de santé publique d'Afrique centrale. Donc, le siège est à Brazzaville. Et par ailleurs, elle est fille de la présidente de la République de la Guinée équatoriale. Elle est gynécologue qui s'intéresse donc à la santé de la reproduction. Nous n'avons pas encore terminé cette étude, mais au moins on a terminé l'étude sur le plan enquête
mais on n'a pas encore terminé l'étude sur le plan publication et cela ne me gêne pas de vous la partager avec vous parce que c'est moi l'encadreur de ce travail et ceci pour des fins de compréhension de la démarche épidémiologique axée sur les études cas témoins. Nous avons donc compris dans le cours que les études cas témoins étaient dans la plupart du temps historiques. Donc là, vous avez l'étude, mais moi, je veux aller un peu droit au but parce que moi, je vais traiter de l'échantillonnage et puis expliquer un peu des résultats. Mais en passant, je me permets, comme c'est samedi, d'être beaucoup plus, donner un contenu beaucoup plus digeste et homéopathique pour ne pas trop vous surcharger parce que je vois que parmi vous, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont déjà surmenés. Il y a des gens qui sont surmenés alors que c'est le début de la course, de la compétition. Bon, en tout cas, ne vous mettez pas en concurrence ni dans la compétition psychologisante pour que ça ne vous crée pas un stress aux effets souvent incontrôlés. Notre étude avait pour objectif général, comme vous voyez, d'analyser les facteurs associés à l'apparition des grossesses extra-utérines chez les femmes dans cet hôpital, dans la période allant de 2018 à 2019. Ça veut dire quoi quand vous voyez ici? Le message que le cours vous donne, c'est quoi? C'est que lorsque vous écrivez un objectif général, le verbe doit être à l'infinitif. Le verbe, donc l'objectif doit faire apparaître un verbe actif, la population, le lieu et le temps. Donc, tout objectif général, c'est comme tout titre. Mais la différence, c'est que dans l'objectif général, nous devons avoir un verbe actif, la population, le lieu et le temps de l'étude. C'est très important de savoir ça. Et les objectifs spécifiques de cette étude étaient, un, de déterminer la fréquence des GU, de décrire les caractéristiques sociodémographiques. Moi, je pense que dans cette étude, je vais changer l'ordre des objectifs parce que c'est toujours mieux de commencer par les caractéristiques. Après, deuxième, ça sera dans l'ordre logique, les fréquences. Après, et enfin, identifier les facteurs associés à la survenue de GU. Une fois les facteurs identifiés, on peut maintenant mettre en œuvre des mesures d'intervention, des actions pour corriger le niveau de la mesure de ces facteurs. Donc, ici, il s'était agi d'une étude cas témoins, donc nous avons dit étude analytique rétrospective de type cas témoins, monocentrique, c'est-à-dire dans un seul centre ou hôpital, avec recueil de données sur le dossier. Alors, vous allez voir que ici, ce sont des redondances. Hein? C'est comme c'est elle qui écrit, ce sont des redondances parce que quand voilà, quand on dit analytique et cas témoin, c'est une redondance. Parce que toute étude cas témoin est analytique. Donc, nous avons le lieu. Le lieu, c'est pas le cadre. C'est ici, on a parlé du lieu comme la ville de Brazzaville et le cadre d'étude ou le site, c'est l'hôpital où nous avons fait la collecte de nos données. Ceci dit, nous allons voir comment on a fait l'échantillonnage. Mais avant tout, puisque
parler de la sélection des sujets ou de l'échantillonnage veut d'abord dire d'avoir une idée sur la population. Donc, la population d'études. Voilà. Mais quand on parle de population d'études, il faut voir de façon atomisée ou désagrégée la population cible et ainsi de suite. Mais ici, nous sommes intéressés qu'à la population cible, en considérant la population générale de notre étude comme la population auprès de qui on va extrapoler les résultats obtenus dans cette étude. Et comme j'ai dit hier, que l'extrapolation ou la généralisation des résultats d'une étude à une population plus large, considérée comme population cible et population générale, se fait que lorsque la sélection a été faite selon un modèle aléatoire. C'est ce qu'on appelle la standardisation. Donc ici, la population générale était des femmes hospitalisées au service de gynéco-obstétrique de l'hôpital de référence de Talangay, hospitalisées dans ce service, soit pour une GU, soit pour des suites de couches. Donc on a considéré ces femmes comme la population générale. Maintenant, la population cible de notre étude, ici, est constituée des femmes reçues pour la GU, dans le service de gynécologie obstétrique, pendant la période d'études. Et l'échantillon, avant de parler d'échantillon, nous avons émis un certain nombre de critères d'échantillon. Donc, parmi nos critères d'échantillon, nous avons ici parlé de critères d'échantillon, pardon, des critères d'inclusion et de critères d'exclusion. Ici, c'est intéressant de pouvoir connaître ces notions de critères d'inclusion et de critères de non-inclusion. Pour certains, dans certaines études, on parle de critères d'inclusion, c'est-à-dire des gens qui répondent aux critères d'éligibilité à l'étude. Et on parle souvent des critères de non-inclusion. Mais ici, dans le cas de notre étude, nous n'avons pas parlé des critères de non-inclusion, mais nous avons parlé des critères d'exclusion des cas. Donc, dans les critères d'inclusion, comme c'est écrit, nous nous sommes intéressés aux femmes enceintes qui étaient venues dans le service, présentant une GU confirmée par échographie et aussi les tests de bêta ACG et qui pouvaient bénéficier de la parotomie exploratoire. Et parmi les populations qui n'étaient pas incluses dans notre étude, c'était les femmes dont le dossier était incomplet, des femmes dont le dossier était inexploitable. Et donc, considérant ça, nous nous sommes lancés, à calculer la taille de notre échantillon. Mais comme c'était une étude 4 témoins, dans les témoins, nous avons pris des femmes reçues dans l'hôpital pendant la même période, mais qui ne présentaient pas les GU. Voilà, donc ce qui est important sur le plan méthodologique, c'est de définir les cas et de définir les témoins. Donc, dans les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, on tient compte de ces paramètres
important. Comment nous avons procédé pour la sélection? Donc, toutes les femmes, donc ce schéma essaie de résumer, hein. Les femmes enceintes étaient admises pendant la durée de l'étude. On prenait ceux qui avaient des GU confirmés par l'échographie, et on faisait aussi le test bêta-HCG, on faisait la parotomie exploratoire pour des raisons de l'étude. Et donc, les femmes qui étaient incluses, c'était celles dont le dossier médical était complet, et les personnes qui étaient les femmes exclues, c'était celles qui avaient des dossiers non exploitables, les femmes qui étaient traitées ailleurs, c'est-à-dire pas là où nous travaillons, et des femmes classées, secrets par, voilà, par l'hôpital pour des raisons diverses. L'échantillonnage. Alors, pour l'échantillonnage, au lieu de recourir à la formule que je vous ai montrée dans le cours, ici, on avait un nombre de patients très limité. Du coup, nous avons pris toutes les femmes qui sont venues pendant cette période, en ce qui concerne les cas et les témoins. Donc, nous avons fait un échantillonnage exhaustif pour les cas, pour les cas, nous avons fait un échantillonnage exhaustif, donc toutes les femmes qui ont développé une GU. Maintenant, pour le témoin, nous avons pris pour un cas 2 femmes qui n'ont pas fait de GU. Donc, on a fait le témoin 2 fois le nombre de femmes. Pourquoi on a fait 2 fois? Vous allez voir dans certaines études, on fait un cas, un témoin. Mais à ce niveau, cette technique de comparaison des cas et des témoins, on appelle ça l'appariement. Vous verrez dans des articles, on appelle ça l'appariement. Donc, un procédé qui permet de comparer des cas aux témoins. Donc, nous avons pris 2 témoins, pour un cas, pour essayer de corriger les valeurs de la GU. Voilà. Parce que si vous mettez un cas pour un témoin, dans la mesure, si l'événement est prédominant chez les cas, dans la comparaison, mais la comparaison montrera des chiffres surestimatifs. Donc, la comparaison sera beaucoup déséquilibrée. C'est pour cela qu'en statistique, on augmente le nombre de témoins par rapport au cas pour corriger ces biais d'information. On peut mettre le nombre de témoins, à 3, à 4, à 5. Mais par convention, dépasser le nombre de 5 témoins par cas risque de sous-estimer la mesure au niveau des cas. C'est pour cela que la littérature nous conseille de s'arrêter à un chiffre maximal de témoins qui est de 5. Donc, nous avons choisi ici, dans le cas de notre étude, un cas pour 2 témoins. Au cas où nous n'aurions pas pris tout le monde, parce que c'est plus facile même pour vous. Donc, la plupart du temps, les études écologiques s'intéressent à de très grandes populations et des fois prennent presque tout le monde. Voilà. Donc, au cas où vous ne pouvez pas prendre tout le monde, à ce moment, vous faites l'échantillonnage avec la formule que je vous ai, qui se trouve au tableau.
de n nombre de cas, voilà, une formule tellement longue que je ne vous demande pas de la retenir pour calculer le nombre de sujets nécessaires dans le cadre d'une étude cas témoin. Est-ce que le tableau est toujours visible, s'il vous plaît? Oui, oui, le tableau est visible. Oui, parce que je suis en train de balancer des diapositives que vous n'avez pas vues apparemment. Pourtant, ce n'est pas grave. Vous avez le cours, donc vous verrez que la formule qui permet de trouver le nombre de sujets nécessaires dans le cas des études 4 mois est une formule longue que la machine vous donnera. De toute façon, même que la machine vous donnera, et je vais vous donner aussi un logiciel ici qui permet de... Je vais vous donner le nom d'un logiciel qui permet de calculer la taille de l'échantillon dans les études 4 mois et dans les études de cohorte ou transversales. Donc, à défaut d'utiliser la formule dans cette étude, vous utiliserez un logiciel où vous allez rentrer la prévalence estimée des cas et des témoins, la précision, et ça vous donne directement les résultats. Mais pour les études transversales, vous pouvez la faire, vous pouvez faire le calcul avec votre ordinateur ou même un logiciel aussi, même manuellement, ça se fait. Mais ce qui est vrai, c'est que pour mon cours, je ne vous demanderai pas de calculer les échantillons en ce qui concerne les études 4 mois ou de cohorte. Mais vous serez donc, on vous demandera de pouvoir critiquer, par exemple, un article ou identifier les biais dans une étude, voilà, ou de commenter un échantillonnage et des résultats. C'est ce qui me paraît intéressant en épidémiologie de terrain. Donc, si vous avez fait attention sur la procédure de sélection que nous avons adoptée ici, qui était très simple parce que nous avons fait un échantillonnage exhaustif, on n'a pas fait des sondages, on a pris tout le monde, mais prendre tout le monde, en fait, statistiquement, c'est aussi une forme de sondage. Parce que vous pouvez tirer 10 personnes, vous pouvez tirer 20 personnes, vous pouvez tirer 30 personnes, comme vous pouvez aussi tirer tout le monde. Donc, prendre tout le monde est considéré aussi comme un type de sondage probabiliste. C'est discutable, très discutable même, mais finalement, dans la littérature épidémiologique et sur la littérature des probabilités d'échantillonnage, on qualifie le tirage exhaustif aussi comme une forme de sondage aléatoire, parce que c'est une possibilité qui, par deux fois, n'est pas prévue au départ, à la différence des choix raisonnés. Maintenant, je viens sur, je ne sais pas si vous avez les résultats. Je pense que je vous ai envoyé un document où il y avait des résultats de l'étude. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous avez des résultats de l'étude 4 mois? Est-ce que dans votre document, vous avez des résultats de l'étude? Allô? Est-ce que M. José est là? Apparemment, il y a un problème de communication qui semble... Oui, prof, je suis là. Est-ce que les étudiants ont retrouvé les résultats de l'étude 4 mois dont je suis en train de parler? J'espère qu'ils sont en train de chercher.
D'accord. Donc, pendant qu'il cherche, je vais voir si je pense leur avoir envoyé les documents. Si ce n'est pas le cas, C'est le document que vous avez envoyé hier. oui. On avait envoyé auparavant deux documents qu'on avait Je n'entends rien parce qu'il y a un problème de réseau. Bon, je vais essayer. Attendez, je vais chercher et puis je vous l'envoie de suite. Je suis un peu. Je pensais vous l'avoir envoyé. Comme ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va trouver donc une autre étude qu'on va donc commenter en attendant que vous recevez le document et que par ailleurs, vous le lisiez. Donc, vous allez le faire on va faire ça pour la semaine prochaine parce qu'apparemment, je ne vous l'ai pas envoyé. Je vais donc préférer vous envoyer tout le protocole, mais ne vous fiez pas aux erreurs parce que j'ai apporté quelques modifications. Vous allez voir la partie qui vous concerne, c'est-à-dire l'échantillonnage et les résultats. Bon, l'échantillonnage, vous l'avez vu, mais vous allez voir les résultats. Permettez que je vous l'envoie par Monsieur José. Donnez-moi encore 2 petites minutes pour le faire. Donc, j'intitule ça protocole pour TD. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de voir le protocole parce que je vous ai déjà envoyé le même protocole corrigé. Mais si vous allez vous intéresser aux résultats du travail. Donc, pendant qu'il est en train de partir,
je vais faire un petit rappel sur la présentation des résultats dans les études cas témoins. Nous avons dit la fois dernière que dans le cas de ces études, la mesure de risque essentielle était le rapport de cote ou l'autre ratio. Donc, le document, je viens de vous l'envoyer. Hein, j'ai envoyé le document que vous pourrez regarder. Donc, je disais que dans ces documents, ce qui est important, c'est de pouvoir analyser le risque, l'autre ratio, dans le cas des études 4 mois. Voilà. Donc, dans les études 4 mois, ce qui nous paraît fondamental, c'est de nous présenter les mesures de risque qui sont, voilà, je vous fais la projection du document. Il est là affiché, je vous le montre. Donc, pour la présentation des résultats dans ces études, vous verrez au niveau de la page 50, là, il y a des résultats. C'est comme dans l'étude de cohorte, on présente 2 colonnes. Je suis désolé que ça n'affiche pas au tableau parce que ce qui apparaît sur votre écran que je suis en train de voir, c'est une page vierge, alors que là, moi, je fais la présentation avec une page remplie de données. Professeur, nous voyons, il y a les données. Je ne sais pas, chez moi, je vois les données. Un tableau avec les données. Il y a les antécédents, obstétricaux, cas, témoins, total Si, et parce que puis... sur le téléphone, quand je vois, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que ça m'a inquiété. Bon, très bien. Si tout le monde voit les données, merci de votre réaction parce que ça me rassure. Ça me sort un peu du doute, du fait que, n'est-ce pas? Vous voyez le tableau, non? Oui, c'est apparu. Oui, mais ça n'apparaît pas sur mon téléphone parce que je vous fais la projection à travers l'ordinateur, mais je vous parle avec mon téléphone. Alors, donc, vous voyez que ici, dans la présentation des études 4 mois, c'est très important. Nous présentons les cas et les témoins. Gardez l'écoute. Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, professeur. Oui, professeur, on vous entend. Merci. Donc, le tableau nous présente des colonnes, dont la deuxième, c'est des cas, la troisième, des témoins, quatrième, des totaux, et à droite, ce qu'on appelle des p-values.
Donc, la mesure de la significativité du risque. Donc, voilà comment on présente les résultats. Ce qui est important que vous allez retenir, en tout cas pas que pour l'examen, mais aussi pour tous vos parcours, c'est l'organisation des données et puis l'interprétation des résultats. C'est ce qui est plus important. Donc, ici, c'est juste une analyse univariée parce qu'on n'a pas fait, là, ici, on a étudié qu'il y a des variables, on appelle ça analyse univariée parce qu'il n'y a pas des risques. Il n'y a pas de haute ratio dans le tableau. On va voir ça plus bas. Donc, vous voyez qu'ici, pour l'interprétation de p-value, si les p-values sont inférieures à 5%, on conclut que la relation entre une caractéristique et la maladie étudiée est significative. Donc, cette caractéristique est un problème ou un facteur identifié qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention. Sur le tableau que vous voyez, antécédents gynécologiques, obstétricaux et chirurgicaux, c'est la même chose. Nous avons des cas et des témoins et des valeurs de p-value. Donc, pour interpréter, je prends un exemple sur les infections génitales ou pelviennes. Nous voyons qu'il y a une p-value ici égale à 0,000. Ça veut dire que les infections génitales ou pelviennes sont responsables de manière statistiquement significative des grossesses extra-utérines auprès de notre population. Ça veut aussi dire, s'il faut reformuler la phrase, en statistique ou épidémiologie, qu'il existe une relation significative entre les infections génitales ou pelviennes et les GU. Pareil pour des kystes, parce que la p-value, ici, c'est inférieur à 0,000. Pareil pour... Voilà, donc partout là où il y a des p-values inférieures à 0,5, c'est là où il y a le problème. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Professeur, s'il vous plaît, oui, professeur. Si vous pouvez reprendre. Oui, c'est clair. Donc, pour moi, vous pouvez reprendre l'interprétation. Oui, c'est très bien parce que vous voyez que ça a l'air simple, mais vous allez voir que quand on va descendre au niveau des régressions logistiques, on va compléter un supplément d'informations. Donc, c'est pour cela que votre question me paraît la bienvenue pour asseoir qu'au niveau de ceux qui ont bien compris, que la compréhension soit solide. Les p-values que vous voyez à droite du tableau sont des mesures qui montrent si la relation entre les antécédents, qui sont des variables, et les GU, qui sont l'étude de notre étude, si la relation entre chaque variable et la GU est significative ou non. Nous avons dit que quand une p-value est inférieure à 0,05, c'est-à-dire 5%, à ce moment, on conclut qu'il existe une relation significative entre la variable donnée et
l'événement étudié. Par exemple, dans cette étude, nous voyons que les infections génitales ou pelviennes ont une p-value inférieure à 5%. On conclut donc qu'il existe une relation significative entre les infections génitales ou pelviennes et les grossesses extra-utérines dans notre population. Est-ce que c'est clair? En tout cas, professeur, vous pouvez répondre. Je peux répondre, hein? Oui. Alors, quel est le point que vous n'avez pas compris dans l'explication pour que je sois plus précis? Pour moi, juste depuis que vous avez commencé l'interprétation. Donc, je disais que l'interprétation des mesures de risque, quand nous avons dans le cadre des études cas témoins, ici on voit le tableau, nous emmène à interpréter les p-values. Et on juge une p-value significative lorsqu'elle est inférieure à 0,05. Ici, nous voyons que la plus-value en rouge, elle est inférieure à 0,05. Comme là aussi, que je souligne, et en bas, là où il y a 10 aussi, 0,05. Inférieur à 0,05. Ça veut dire qu'il existe une relation significative entre toutes les variables à p-value inférieure à 0,05. Donc, il existe une relation significative entre ces variables et la GU. C'est simplement ça. C'est comme pour le tableau suivant, aussi, l'interprétation, c'est pareil. Ici, la p-value au niveau de la parité est inférieure à 0,05 parce que sa valeur, c'est 0,000. Puisque c'est inférieur à 0,5, on va conclure qu'il y a une relation entre la parité et la GU. Donc, l'interprétation se base sur la valeur de la p-value par rapport au seuil de 0,05. Ça veut donc, en conclusion, si P est inférieur à 0,05, on va conclure à une relation significative. Si P est supérieur à 0,05, on va conclure à une relation non significative, or absence de relation. Est-ce que ça paraît clair pour vous? Oui, ça va. Il faut que je... Oui, maintenant ça va, professeur. Parfait. Donc, si, lorsque dans un tableau, nous n'avons pas des intervalles de confiance et nous n'avons pas des odds ratios qui sont les mesures de risque dans les études cas témoins, à ce moment, on conclut qu'il s'agit d'une étape de l'analyse qu'on appelle étape de l'analyse univariée. Je vais finir dans l'étape des analyses multivariées pour que vous disiez et que on interprète ensemble
les hautes ratios. On n'a pas beaucoup de confusion totale. On peut passer. Mais j'ajoute, je pense que c'est ça la préoccupation des gens. Nous, dans Artifice, quand vous sélectionnez, par exemple, là, tel que vous avez. Voilà, vous avez un tableau qui illustre, qui montre comment on présente les résultats définitifs dans une étude cas témoin où nous avons les données riches que nous pouvons interpréter. Avant de commencer l'interprétation de ce tableau, je vais devoir expliquer les concepts. Ici, vous avez donc à gauche les variables de l'étude. Après, vous avez odds ratio brut. Ça veut dire que c'est l'odds ratio de l'âge, par exemple. Vous avez vu les différentes valeurs des odds ratios des tranches d'âge. Ici, c'est brut, simplement parce que ce n'est pas ajusté. Donc, on fait la différence entre les mesures brutes de l'âge, c'est-à-dire qu'on considère l'âge de manière brute, mais quand on ajuste, on les ajuste en fonction des tranches d'âge. Je vais réexpliquer pour que ce soit plus clair. Je prends l'exemple du statut marital. Quand on calcule l'autre ratio dans l'étude, on peut avoir un autre ratio qui intéresse toutes les variables. Et on dit par exemple qu'il y a 10 fois plus de risque de développer une GU chez les femmes qui ont, par exemple, qui sont multipares que chez les autres. Ça, c'est juste un exemple. Ça, on va appeler ça comme un autre ratio brut. Maintenant, quand on parle de autre ratio ajusté, ça veut dire qu'on ajuste ce raisonnement aux caractéristiques des femmes. Voilà. Donc, on ajuste aux caractéristiques des femmes et parmi les caractéristiques, on peut avoir l'âge, on peut avoir la profession, on peut avoir la parité, on peut avoir la gestité, on peut avoir des infections et autres. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc, la différence entre haute ratio brut et haute ratio ajusté. Que vous voyez ajusté au niveau de la 5e colonne. Maintenant, ici, vous avez vu qu'au lieu de mettre p-value à droite, on a mis p-value à la 3e colonne. Ce n'est pas forcément important, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre ça à l'extrême droite. Là, on a mis ça à droite parce que nous avons simplement 2 dimensions de l'analyse. Nous avons une analyse brute à gauche, là où je souligne, là où je suis en train de souligner en bleu, je vais mettre ça en bleu. Et l'autre ratio ajusté, là où je mets en rouge. Voilà. Donc, vous avez compris qu'on parle de brut et ajusté. Parce que sur le brut, on peut avoir un raisonnement, on a un résultat global, mais dans l'ajusté, on a un résultat détaillé. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'interprétation. Parce que vous aurez des résultats. Ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir interpréter ces résultats. Parce que le logiciel va vous donner tous ces
tableau. Donc, avant que vous posiez la question, je vais d'abord commencer à interpréter les tableaux pour que, à la fin, vous posiez les questions. Mais pour le moment, vous pouvez déjà écrire sur un bout de papier les différentes questions que vous avez pour des échanges après ce bref exposé. Ici, pour interpréter le résultat définitif d'une étude cas témoin, il faut retenir deux choses. Un, la valeur de l'odds ratio. Deux, l'intervalle de confiance que vous voyez à la fin de chaque, voilà, ici, IC 95%. Ça veut dire intervalle de confiance à 95%. Donc, pour interpréter, on retient deux choses. La valeur de l'odds ratio et l'intervalle de confiance. Donc, la valeur de l'odds ratio, ça veut dire quoi? On interprète l'odds ratio je prends là où ça me paraît plus intéressant, pour le statut marital. Vous avez vu que nous avons une valeur de l'odds ratio ajustée. Je suis au niveau des ajustés. Hein, de toute façon, les interprétations sont les mêmes. Et voilà, donc l'odds ratio ajusté que j'ai mis en rouge montre que c'est égal à 8,9 en considérant les femmes en couple à un autre ratio de référence. L'autre ratio de référence est toujours égal à 1. Pourquoi? Parce que dans le cours, vous avez vu qu'on interprète l'autre ratio comme le risque relatif dans l'étude de cohorte par rapport au chiffre 1 qui est la référence. Maintenant, l'interprétation, c'est de comparer la valeur de l'odds ratio trouvé et le chiffre 1. Dans le cas du tableau, on va dire que les célibataires ont 8,9 fois, donc sensiblement 9 fois la valeur de 1. C'est-à-dire que les célibataires ont 9 fois le risque de développer une GU que les non-célibataires ou les mariés ou les vivants en couple. C'est simplement ce que ça veut dire du point de vue statistique. Ou encore, la phrase peut dire, on peut reformuler en disant que le risque de développer une grossesse extra-utérine est 9 fois plus élevé chez les femmes célibataires. Là, c'est quand on interprète l'odds ratio. Maintenant, c'est déjà le premier élément. 2, pour l'intervalle de confiance. L'interprétation de l'intervalle de confiance aussi tient l'explication par rapport au chiffre de référence qui est 1. Comme on a vu dans le cours, ici, il est question de voir si 1 est inclus dans l'intervalle de confiance. Dans notre cas, on voit que l'intervalle de confiance varie de 2,6 à 30,7. Ça veut dire que 1 n'est pas compris dans cet intervalle de confiance. C'est ce que simplement nous constatons. Donc nous constatons que le chiffre 1
n'est pas inclus dans l'intervalle de confiance. Lorsque nous avons un autre ratio supérieur à 1, il y a problème. Donc, le risque est grand. Le risque est supérieur à 1. Ici, le risque est à près de 9, 8,9. Donc, c'est sensiblement 9. Et nous voyons que l'intervalle de confiance exclut le chiffre 1. Maintenant, si pour l'autre ratio, on appelle ça le risque, pour l'intervalle de confiance, on traite de la relation significative. Donc, quand l'intervalle de confiance ne contient pas le chiffre 1, on va dire, pour une interprétation générale du statut marital, que être célibataire multiplie le risque de développer une GU de 9 fois avec une relation significative, donc avec une relation significative. Voilà, donc ici, la relation est significative. Ou encore, on va dire qu'il existe simplement une relation significative entre être célibataire et développer une GU avec un risque élevé de 9. Vous avez vu que la plus-value ici confirme l'interprétation de l'intervalle de confiance parce qu'elle est inférieure à 0,05. Je comprends que l'interprétation de l'intervalle de confiance ici est un peu longue et ça peut paraître un peu indigeste, mais avec un peu d'attention, vous finirez par maîtriser ces enchaînements de compréhension. Donc, je récapitule. Pour interpréter le risque relatif, pardon, le risque, l'autre ratio ou le rapport de cote dans une étude 4 témoins, on vérifie la valeur de l'autre ratio, on voit la valeur, le comportement de 1 par rapport à l'intervalle de confiance, tout en, bien entendu, en n'oubliant pas, comme on a vu dans les analyses univariées, la valeur de P. Donc, du point de vue général, toute interprétation d'une étude analytique tient à ces 3 valeurs. Parce que ces valeurs permettent d'apprécier les associations dans des études analytiques. Et vous avez vu que ce tableau nous montre donc que le statut marital ou matrimonial est significativement associé à une GU, tant dans l'analyse brute que dans l'analyse dans l'analyse ajustée. Donc ici, c'est brut, là, c'est ajusté. Dans l'ajustement, on veut avoir des nombres avec plus de précision. L'ajustement permet de réduire les biais. On a ajusté. Nous voyons encore le même phénomène de relation significative avec les infections pelviennes. Dans l'analyse brute, nous voyons que l'autre ratio est de l'ordre de 9,3 avec une plus-value inférieure à 0,05 et un intervalle de confiance de 5,8 à 14,9 qui ne contient pas le chiffre 1.
on conclut ici que le risque est élevé à 9,3 avec une relation significative entre l'infection pelvienne et les GU. Si vous êtes dans un programme de santé de la reproduction, ça va vous interpeller pour pouvoir traiter de la prévention des grossesses extra-utérines en activant les leviers comme les infections pelviennes. Bon, on peut pas demander à tout le monde de se marier, hein? Ça c'est quand même pas délicat, c'est pas faisable, la faisabilité n'y est pas, de faire une campagne de la mise en couple des gens, mais on peut au moins faire une campagne de prévention des infections pelviennes. Là, au moins, on peut agir. Voilà, ça c'est un exemple. On voit ici aussi que les avortements, là, je ne lis pas tous les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière d'interpréter simplement. Après, dans les détails, vous allez rentrer pour analyser, voir et comprendre. Pour les avortements spontanés, on voit que l'autre ratio dans l'analyse brute est de 3,4. Mais dans les analyses ajustées, plus précis, l'autre ratio diminue un peu de 2,2. Mais par contre, ici, c'est intéressant, on voit que la pi-value n'est pas inférieure à 0,05. Donc, on va dire que la relation n'est pas significative. Et c'est confirmé par l'intervalle de confiance que vous voyez, parce que dans l'intervalle de confiance qui va de 0,9 à 5,7, 1 appartient à cet intervalle. Vous voyez que là, le chiffre 1 est contenu, 1 est entre 0,9 et 5,7. En plus, la pi-value est supérieure à 0,05. Donc, il n'y a pas d'association significative. Même si les avortements spontanés constituent un problème, mais la relation n'est pas significative avec les GU dans le cas de notre étude. Voilà ce que je peux dire avant de répondre à vos questions et de détailler en fonction des besoins individuels de chacun de vous. Avant tout, je vais donc interpréter les P. Vous voyez qu'ici, nous avons 3 P. Les 3 astérix, c'est les cas où P est inférieur à 0,01 et les 2 P, les 2 astérix, pardon, c'est les cas où la valeur de la pi-value est inférieure à 5% et un seul astérix montre l'absence de significativité, c'est-à-dire le P n'est pas inférieur à 0,05. Donc, on note que 0,01 est une significativité comme 0,05 parce que 0,01 est inférieur à 0,05. Voilà, chers messieurs, dames, comment on interprète les autres ratios dans une étude cas témoin. Ce n'est pas comme dans une étude transversale analytique ou descriptive où on interprète la prévalence comme un chiffre global. Ici, même si on parle de l'autre ratio de manière globale dans le cours, dans son interprétation sur le terrain, dans son interprétation par rapport aux données du terrain, il faut toujours présenter en 2 phases. Une phase haute ratio brute et une deuxième phase haute ratio ajustée.
avant de vous donner la parole, je vais expliquer la relation qui existe entre les tableaux, le premier tableau que j'ai interprété, comme ici, et le dernier tableau. Je vais expliquer la relation. Ici, on a fait une analyse qu'on appelle univariée. C'est-à-dire, on a étudié variable par variable sans la mettre forcément en rapport avec le problème étudié. Donc ici, on a testé l'importance des variables dans l'étude. Pourquoi? Dans ce modèle d'analyse qu'on appelle les régressions logistiques, donc ici on appelle ça les régressions logistiques, où on fait analyse univariée en première phase et puis analyse multivariée en deuxième phase. Je reprends. Ces régressions logistiques sont des modes de test statistiques qu'on utilise dans les enquêtes analytiques. Voilà. Pour identifier les facteurs dans le cas d'une étude, on utilise des régressions logistiques. Là, c'est au-delà de la simple description. Ici, nous avons choisi des variables jugées importantes statistiquement pour les inclure dans le tableau définitif où nous avons parlé des autres ratios bruts et ajustés. C'est pour cela que vous verrez dans ce dernier tableau que les fibromes ne sont pas compris. Parce que dans ce tableau, on voit que la p-value des fibromes est supérieure à 0,05. Du coup, on les a exclus dans le dernier tableau parce que ce sont des variables jugées non pertinentes dans notre étude. Ça ne veut pas dire que c'est des variables pertinentes dans toutes les études qu'on peut mener dans la recherche des causes, des déterminants ou des facteurs des GU. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais nous sommes ici dans le cadre de notre étude. Dans notre étude, nous avons constaté que les fibromes et l'utilisation des pilules ne constituent pas des risques pour développer des grossesses extra-utérines. Simplement, c'est ce que ça veut dire. C'est comme ce tableau aussi où nous avons voilà, des p-values significatives, mais pour la gestité, on voit que la p-value n'est pas significative ici. C'est pour cela que la gestité n'a pas figuré dans notre tableau des analyses multivariées. C'est comme ici, on voit que l'ablation des myomes, ici, a un p-value supérieur à 0,05, de même que le curettage. Donc, dans notre étude, on voit que les femmes qui ont fait l'objet d'une myomectomie ou d'un curettage n'avaient pas présenté de p-value significative. C'est pour cela que la méthodologie de régression logistique ne permet pas de retenir dans le dernier modèle les variables à p-value non significative. C'est simplement ça. Je pense que l'explication dans les analyses analytiques, elle est un peu longue. Si, donc là, je me livre à vous pour
des éventuelles questions afin de faciliter voilà, de vous éclairer au sujet d'interprétation des études cas témoins. Donc, Monsieur José, veuillez voir ceux qui ont des mains levées pour demander de façon ordonnée à chacun de poser sa question. La balle est à vous. Allô, professeur, Allô? j'ai levé la main, peut-être on ne voit pas. Allô? Moi aussi, j'ai levé Oui, la main. Est-ce que mon interprétation... Ah, d'accord. Donc, il y a 3 personnes. Oui. Oui. Moi, c'est docteur Jonathan. Je voulais dire ceci. Il y a 3 préoccupations. La première, c'est de savoir si c'est nécessaire toujours de mettre dans un tableau l'intervalle de confiance et en même temps le p-value. Ou soit avec un seulement, ça peut aller. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est de savoir si... Allô? Allô? Oui, docteur Jonathan. Oui, la deuxième question, c'est de savoir la régression logistique. Ça se fait seulement en cas d'une étude 4 témoins ou bien dans toutes les études analytiques. Ça, c'est la deuxième question. Donc, oui. Allô? Oui. Oui. Oui, la dernière question, c'est de savoir si on est obligé de passer d'abord par l'analyse univariée avant de faire les analyses multivariées. Parce que si on fait les analyses multivariées une fois aussi, ça peut aussi éliminer les valeurs qui n'ont pas un grand intérêt. Merci. Les 3 questions, c'est ça. Alors, je réponds au docteur Jonathan. En vous écoutant, je déduis que vous êtes passé par l'épidémiologie parce que vous avez posé des questions comme un épidémiologiste. En tout cas, je ne connais pas votre parcours, mais en tout cas, la lecture que je fais, c'est déjà le profil de quelqu'un qui a une bonne imprégnation de l'épidémiologie. Oui, j'ai ou fait encore comme des prédispositions. Ou vous avez des prédispositions. Pardon? J'ai fait comme Alger et comme Alger. Très bien. Donc, la première question, je vais répondre de façon un peu, peut-être pas ordonnée, mais au moins je vais répondre à votre question. Je commence par la dernière. Est-ce que les régressions logistiques, on les utilise dans toutes les analyses analytiques? Comme je l'ai dit dans le cours, que les tests sont faits en fonction des objectifs de vos études. Si votre étude elle est analytique, ou la dernière question, c'est par exemple identifier les facteurs ou les déterminants, pour identifier, il faut forcément une régression logistique. Comme dans notre étude, 4 mois, nous avons parlé d'identifier les facteurs associés aux grossesses extra-utérines. Donc, toute étude analytique où on veut identifier les facteurs, on utilise obligatoirement la régression logistique. Alors, ensuite, pour ce qui est des intervalles de confiance, oui, de toute façon, votre statisticien ou vous-même, lorsque vous ferez le tableau, quand vous calculez sur la machine haute ratio, la machine vous produit directement la plus-value et l'intervalle de confiance. Donc, l'ordinateur est un peu, nous fait gagner du temps. Dès que vous cliquez seulement, ça vous donne haute ratio, plus-value et son intervalle de confiance. Donc, ce n'est pas des étapes dans le calcul. Donc, voilà. Donc, quand vous calculez avec la machine, les chiffres viennent au même moment. Et du coup, dans le tableau, il est très important de les aligner comme vous voyez, tel que la machine présente. Vous faites copier-coller, vous mettez l'autre ratio, vous mettez la plus-value, vous mettez l'intervalle de confiance.
Parce que si vous ne mettez pas l'intervalle de confiance, celui qui va lire votre article scientifique va vous le renvoyer. Le revieweur va dire qu'il manque certaines informations pour rendre l'interprétation complète. Voilà. Donc, c'est pour la nécessité de rendre les interprétations complètes. Il faut donc mettre l'autre ratio, la plus-value et l'intervalle de confiance. Et encore, je continue, il faut présenter une analyse brute et une analyse ajustée. La machine va vous les donner. Parce que ajuster montre une meilleure précision, parce que l'ajustement permet la suppression des biais d'information, donc des biais, certains biais. Au moins, on sait que dans des classes comme couple, marié, célibataire ou vivant voilà, en relation, hein, avec quelqu'un d'autre, voilà, les valeurs de risque varient en fonction de ça. Voilà, donc il faut toujours présenter ça comme vous voyez. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse univariée. L'analyse univariée, comme j'ai dit tout à l'heure, que les tests, c'est en fonction des objectifs. Si vous vous arrêtez au niveau des analyses univariées, à ce moment, c'est possible, mais vous n'aurez pas répondu au dernier objectif spécifique qui est d'identifier les facteurs. Si on s'arrête ici, on ne pourra pas dire, par exemple, que la parité est identifiée comme un facteur de risque. Vous voyez bien que parler de facteur de risque, il faut comparer la mesure de risque par rapport à la référence qui est 1. Mais ici, dans l'analyse univariée, elle ne nous donne pas des hautes ratios. N'est-ce pas? Vous voyez que le tableau ne montre pas des hautes ratios. Une analyse univariée ne montre pas des hautes ratios. Du coup, pour avoir le risque, il faut aller au niveau de la régression logistique, du deuxième tableau. Est-ce que, docteur Jonathan, est-ce que l'explication vous a paru claire, docteur Jonathan? Oui, oui, professeur, je suis édifié. Alors, pour la deuxième personne. Oui. J'avais juste une préoccupation, en fait, parce que j'avais pratiquement les mêmes éléments que docteur Jonathan sur les tableaux. Mais je voudrais juste comprendre une chose par rapport à l'odds ratio ajusté. Si vous pouvez juste revenir sur l'explication basique de l'odds ratio brut ainsi que de l'odds ratio ajusté. Je comprends bien que c'est un logiciel qui génère ces résultats, oui. Mais je n'ai pas très bien compris la subtilité entre les deux. Que fait justement l'odds ratio ajusté en plus par rapport au travail que... si vous pouvez juste vous donner ces éléments-là, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre par exemple l'exemple de Mongo. Hein, pour être un peu dans terre à terre, vous habitez une ville comme Kinshasa. Kinshasa produit par exemple 10 000 tonnes de mango. On va dire de manière brute que ces mangues-là, c'est la production brute de la ville de Kinshasa. Oui. Mais vous voulez ajuster la production brute par des secteurs ou par des quartiers. Oui. Vous allez donc dire, par exemple, que cette production ajustée à la limitée, ça donne quelle quantité? Cette production, donc en fait, on attache la production à chaque
partie de la ville de Kinshasa. On appelle ça l'ajustement. Par exemple, je peux encore un deuxième exemple. L'ajustement, c'est que vous aurez aussi une autre base de données que vous allez intégrer pour retrouver cet ajustement. Ce n'est pas la machine, le logiciel qui va générer cet ajustement. Donc, ce sont des données que vous aurez déjà intégrées dans votre récolte de données. C'est là, en fait, ma question. C'est-à-dire que la même base de données, n'est-ce pas? Si vous voulez parler de données, par exemple, dans notre cas, vous avez un autre ratio brut, comme j'ai parlé de mangue. Vous cliquez sur l'autre ratio, ça vous donne la production brute de Kinshasa avec la même production de 10 tonnes de mangue. Si vous cliquez maintenant sur l'ajusté, ça vous fait la même production, mais divisée, donc pondérée, si vous voulez, au secteur de Kinshasa. Simplement ça. Donc, avec la même base, avec la même production, vous pouvez lire la production ajustée à chaque secteur ou l'autre ratio ajusté, par exemple, aux femmes qui ont plus d'enfants et moins d'enfants, ainsi de suite. Donc, on met en relation le risque par rapport à la variable. Donc, c'est une combinaison du risque à la variable qui est répartie en 2 ou en 3 contenus. C'est simplement ça. Par exemple, pour ceux qui ont la césarienne, s'il fallait calculer, par exemple, leur haute ratio, mais ici, nous avons césarienne, oui, c'est-à-dire les femmes qui ont fait la césarienne, et non, c'est-à-dire les femmes qui ne l'ont jamais faite. Alors, là, on peut, en cliquant à la machine, on a un autre ratio qui va être ajusté aux femmes qui ont fait la césarienne, par exemple, en considérant que 1, c'est la référence pour ceux qui n'ont pas fait, donc ceux qui sont censés ne pas développer le risque. Et oui, pour les gens ou les femmes qui sont censés développer le risque. Donc, l'ajustement par interprétation, c'est le rattachement du risque à une modalité de la variable. C'est simplement ça. Donc, l'ajustement, c'est associer le risque à une modalité de la variable avec la même base de données. On ne crée pas une nouvelle base de données. Ça veut dire que le logiciel vous le génère, mais dans l'explication statistique ou scientifique, dans l'interprétation, vous allez simplement retenir que l'ajustement, c'est l'association du risque à une modalité de la variable. Par exemple, pour césarienne, il y a 2 modalités, il y a oui et non. Pour curettage, il y a 2 modalités, oui et non. Et l'ajustement permet donc de mettre en regard, de mettre en valeur le risque avec la modalité de la variable. Ok. Est-ce que s'il vous plaît, clair? Oui, Oui. Par le même raisonnement, je peux dire ceci, le haut de ratio brut, en cas de, quand je prends l'exemple de parité, le haut de ratio brut peut dire que la parité, c'est un facteur de risque. Mais le haut de ratio ajusté peut nous dire que la parité à partir de 3 à 4, c'est un facteur de risque. Ça peut préciser par rapport à ce que haut de ratio brut a dit. Je pense que c'est dans ce sens-là. Oui. J'ai suivi que vous avez bien raisonné avec un ordre très appréciable et en comparant l'autre ratio brut et l'autre ratio ajusté parce que vous allez dans la précision. Mais vous avez parlé un peu vite que je ne vous ai pas trop suivi vers la fin. Oui, professeur, je disais ceci. Si nous prenons l'exemple de la parité, le haut de ratio brut peut nous aider de dire seulement que la parité, c'est un facteur de risque. Mais avec le haut de ratio ajusté,
ça peut nous déterminer par rapport aux modalités, dire que la tranche à partir de 3 ou 4 enfants, c'est ça qui est plus facteur de risque par rapport à celui qui a 1 ou 0. C'est simple. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez vu que l'interprétation est dynamique. On peut ou ne pas avoir les mêmes mots, mais ce qui compte ici, c'est de donner, d'expliquer le chiffre pour montrer le problème. Ça veut dire quoi? Que si on vous pose la même question à 10 personnes telles que vous êtes là, vous n'allez pas écrire de la même façon, mais vous allez donner, on va dire, la même information en termes de mesure de risque, en termes de gravité de la situation. Vous n'êtes pas obligé d'écrire de la même phrase, mais dans l'interprétation, vous interprétez les chiffres. Et c'est ce qui est important. C'est pour cela que deux épidémiologistes, quand ils expliquent un phénomène, vous allez constater que parfois, ils expliquent différemment le même problème, mais avec une pertinence épidémiologique parfaite, quoi. Merci, professeur. Je vous en prie. Donc, ce qui est ici intéressant ici pour vous, quand vous serez à l'examen, vous aurez beaucoup de choses à interpréter, mais pour moi, ce qui compte, c'est la logique de l'interprétation. Vraiment, c'est la logique de l'interprétation. Et vous allez aussi proposer des mesures d'intervention. Donc, je pourrais, par exemple, prendre un exemple. Je pourrais, par exemple, traiter de la malnutrition, parce que j'ai dirigé des travaux des étudiants de chez vous qui sont venus faire des Master 2 ici. 2 étudiants, je crois, oui, 2 étudiants. Il y a un troisième qui vient de Bandundu, qui ont fait des Master 2 ici. Ils ont fait des régressions logistiques et c'était très intéressant. Donc, moi, je peux prendre un exemple de leur mémoire, je vous donne pour l'examen, mais vous interprétez les autres ratios, n'est-ce pas? Vous allez avoir la même logique. Il faut simplement s'habituer à lire et à critiquer. Voilà. Et vous verrez dans les articles comment ça se présente, c'est pareil. Et vous, ici, c'est de développer l'esprit critique, de raisonner. Donc, ce qui est important ici, c'est le raisonnement. On n'est pas obligé de raisonner de la même façon, mais la conclusion sera pareille sur votre autre ratio et sur votre intervalle de confiance. Là, vous ne devez pas fausser quand même la lecture de l'interprétation de l'autre ratio et de l'interprétation de l'intervalle de confiance. Et de dire qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la variable que vous voulez étudier. C'est là le problème. Donc, il faut vraiment être cohérent, ne pas fausser l'interprétation de l'autre ratio ou du risque relatif, ne pas fausser l'interprétation de p-value, ne pas fausser l'interprétation de l'intervalle de confiance pour faire un message synthèse. Voilà. C'est important dans la communication. Donc, je vous prie d'élever le niveau d'attention par rapport à ces aspects. Alors, la troisième personne, la question venait sur quel aspect précis? Oui, professeur. J'ai bien suivi l'interprétation des autres ratios. Donc, si c'est supérieur à 1, il y a le risque. Et l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance où on doit voir si 1 est inclus, mais aussi la valeur de p-value. Mais ma question réside à ce niveau. Est-ce qu'il peut arriver des études où, en faisant des analyses, on trouve, par exemple, la p-value inférieure à 0,05, mais 1 est inclus dans l'intervalle de confiance. Bien sûr que peut-être l'autre ratio aussi est supérieur à 1. Est-ce qu'il peut y avoir des études où donc p-value est significative? Donc, quand on voit la valeur de p-value, on dira qu'il y a une relation significative, mais quand on voit l'intervalle de confiance, il n'y a pas de relation significative. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire comme interprétation, s'il y en a? Deuxième question, c'est par rapport à la régression logistique. Dans la deuxième phase,
où on doit faire une analyse multivariée. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans l'analyse multivariée, on ne reprend que les variables qui ont prouvé leur intérêt dans la première phase, et là où on a interprété la valeur des plus-values, ou on peut aussi ajouter d'autres variables? Donc, en commençant par la dernière question, on ne prend normalement que les variables qui sont significatives pour mettre dans le deuxième modèle de régression, dans la régression logistique. N'est-ce pas? Donc, on prend que les variables à plus-value significative dans l'analyse univariée pour mettre dans la régression logistique. C'est comme ça. Maintenant, pour l'interprétation de l'autre ratio, plus-value et intervalle de confiance. Si vous avez un autre ratio supérieur à 1, on va penser déjà au risque. Si vous avez un plus-value inférieur à 0,5, on va penser que le risque est significatif. Mais si, malencontreusement, 1 n'est pas 1 est dans l'intervalle de confiance, à ce moment, ça remet toute l'interprétation en cause. C'est pour cela que je profite de revenir à notre ami qui avait parlé de est-ce qu'il était intéressant de mettre tout, autre ratio, plus-value et intervalle de confiance. C'est parce que, justement, votre question vient répondre aussi à sa question. Si 1 est inclus dans l'intervalle de confiance, ben on ne va plus considérer la relation significative. On peut dire qu'il y a le risque, mais que le risque est là, mais la relation n'est pas significative. Il y a le risque, mais pas de manière significative. Voilà, Okay. C'est pour ça, tout l'intérêt. Pardon? Merci, professeur, pour cet éclaircissement. Oui, donc je complète en disant que puisqu'on interprète l'autre ratio en fonction de 1, vous avez vu dans le cours que si l'autre ratio est inférieur à 1, ça veut dire que le facteur étudié protège, est protecteur. Donc protège contre l'événement qu'on étudie. Si l'autre ratio est supérieur à 1, donc c'est le risque. Maintenant, la significativité, il faut voir la plus-value et l'intervalle de confiance. Donc la plus-value ne suffit pas. Il faut l'intervalle de confiance. C'est pour cela que nous sommes partis de la régression des études de l'analyse univariée pour venir approfondir ces études. Alors, un cas particulier, mais qui invite souvent les grands chercheurs à faire ça, c'est que, par principe, on intègre dans la régression logistique, dans ce tableau, que les variables à plus-value significative, par principe. Mais les experts qui ont fait beaucoup de travaux, s'ils constatent que les statistiques ont rejeté une variable reconnue dans la littérature comme important pour expliquer un phénomène, ils peuvent l'intégrer ici, dans la régression logistique. Mais c'est très exceptionnel. Voilà. Donc, vous savez que dans toutes les sciences, il y a des cas particuliers. Donc, cet aspect est un cas particulier exceptionnel. Voilà ce que je peux dire pour votre question. Est-ce qu'il y a encore une main levée pour poser une dernière question?
Monsieur Josué, est-ce qu'il y a une main levée? Apparemment, Bonjour, professeur. Vous pouvez continuer. Bonjour, professeur. C'est Bonjour. Nadège. Je m'a laissé la main. Il n'y a personne qui a levé sa main. Merci. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons mis les pieds dans le dur de l'épidémiologie parce que quand vous arrivez à la régression logistique, ça veut dire que toutes vos analyses que vous ferez se passeront sans problème. Je pense que Kakoulé, qui a fait École Alger chez vous là-bas, un étudiant avec qui nous avons travaillé ici, qui a présenté un bon travail dans son étude aussi, après avoir intégré ses compétences, nous a présenté un travail curieusement très intéressant. Donc, je pense que en lisant encore cet article, ce travail, et en relisant aussi des articles scientifiques que vous pouvez trouver sur Internet, qui présentent des études, qui présentent des autres ratios, vous allez bien intégrer ces mécanismes. C'est le premier jour, mais vous verrez que ça va venir au fur et à mesure, ça va s'installer tout seul. Et vous serez capable aussi donc de diriger les mémoires, parce que vous êtes des médecins, hein, vous dirigez les mémoires et de voir les faiblesses dans la présentation des données, dans l'analyse des données épidémiologiques. C'est ce qui est important. Donc, pour ce cours, vous avez vu quand même la manière dont j'ai mené les enquêtes et la manière dont j'ai analysé les données. Donc, en épidémiologie, quand vous menez bien vos enquêtes et quand vous analysez les données, les interprétations, quand vous vous discutez avec une logique en respectant vraiment et en évitant les erreurs de langage, mais vous interprétez normalement vos données, il n'y a pas de mieux à attendre que cela. Chers messieurs, dames, je pense que on s'est compris pour la journée d'aujourd'hui. Je vais préparer donc des exercices pour la suite. La semaine prochaine, on va faire maintenant une étude de cohorte. Mais j'attire votre attention, si vous avez compris le cours d'aujourd'hui, en ce qui concerne l'analyse des données épidémiologiques, dans le cadre de la régression logistique, vous comprendrez aussi aisément et très bien l'étude de cohorte. Parce que haute ratio s'interprète de la même façon que l'étude de cohorte. Ça veut dire quoi? Que ici, là où on écrit OR, haute ratio brute, on met seulement RR. Voilà, haute ratio ajustée, on écrit RR ajusté. Donc, c'est la même chose. L'interprétation, c'est la même chose à tout point de vue. Ce qui change, c'est dans l'échantillonnage. Mais dans les données, les interprétations se font pareillement. La régression logistique aussi se fait pareillement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, professeur. Voilà. Donc, pour les données en analyse oui, analytique, c'est professeur. C'est pareil, que ce soit analyse transversale analytique, cohorte ou cas témoin, la régression logistique, l'interprétation se fait pareillement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un bon week-end, même si c'est chargé, parce que, bien évidemment, l'année va très vite. Vous avez vu qu'avec la COVID, il y a des lois gouvernementales qui apparaissent, qui ne sont toujours pas en rapport avec le terrain, mais il faut vous adapter à la donne. Déjà, vous voyez que c'est un peu fastidieux de faire des cours. Il y a des avantages et des inconvénients des cours par visioconférence. Hein. Donc, vous voyez, et c'est pour cela qu'il faut développer les capacités d'adaptation parce que le coronavirus va devenir une maladie qui va durer dans le temps, n'est-ce pas? Ça va durer dans le temps et il faut faire avec. Donc, bon week-end à vous et puis au plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine.
Je vous dis au revoir et au passage, je remercie M. José pour tous les efforts qu'il fait pour ce cours. Merci et au Bon revoir. week-end. Merci, Au revoir, professeur. professeur. Bon Merci, week-end. merci, professeur. On peut prendre un nom? Oui, il y en a pas. Frère Josué, le cours de l'après-midi, c'est à quelle heure? Bon, le prof avait écrit à 14 heures. Hein. 14 heures, hein? D'accord. Oui. Ok. Ok, C'est bon. c'est bon. Merci. Gardons nos charges, gardons nos connexions pour le cours de Vraiment, c'est 14 pas heures. je veux couper parce qu'il n'y a pas de courant. Depuis hier, on n'a pas de courant. Oui, Le peu de charge que là, il faut qu'on économiser. conserve. Ok, je Ok, coupe c'est bon. carrément. Bon week-end. Ok. Bon week-end. Demain, pour les TP, comment nous allons nous voir? Peut-être organisons-nous. Parce que les miens, je ne les sens même pas. Là, il faut qu'on voit par rapport aux différents groupes. Hein. Oui. Bonjour, madame. Quel type d'études on va faire? Là, vraiment, il faut qu'on ait une question. Oui, moi, Clémence et Jean et Yob. Je ne sais pas comment nous allons nous voir. Je ne sais pas. Oui, madame Fifi, bonjour. Bonjour, mamie. Oui, en fait, on a commencé à parler de ça depuis le matin avec le docteur Jean Blaise. Oui. On s'est dit qu'on doit se voir demain. Alors, le docteur Jean Je Blaise sais. a proposé qu'on puisse se voir à partir de 12 heures. Mais bon, en fait, il a supposé qu'à 12 heures, on aurait quitté les lieux de culte. Mais bon, moi, je proposerais qu'on prenne en fait 13 heures. Alors, D'accord, les mais les lieux. oui, les lieux, c'est là qu'il a dit qu'il va voir d'abord, après il va m'écrire un message. Parce qu'on s'est dit, pour les lieux, il faut qu'on trouve en fait un endroit où il y a aussi du courant, du courant permanent. Oui. C'est pas comment pour les lieux, mais il m'avait signalé qu'il y a son frère qui a un cabinet là au niveau de la 7e rue. Là où il y a un cadre où on peut travailler, je ne sais pas, peut-être malheureusement il n'est pas connecté, on devait directement échanger par rapport à ça. Mais sinon, toi aussi tu n'as pas un lieu où tu n'as pas une proposition? Bon, s'il y aura du courant, moi je peux vous proposer même chez moi à la maison. Hein. Je ne sais pas. D'ailleurs, je voulais demander, je ne sais pas. Là, chez toi à la maison, vous avez le même système du courant, disons, la même connexion avec le campus, non? Oui. Oui, nous sommes avec le campus, mais parfois, tel que maintenant, c'est déjà parti, on ne sait pas. Mais il y a des jours où il y a le courant permanent. Hein. On va voir demain, à partir de 11h, 12h, on va voir avant même de quitter, bon, ou soit le matin, on va se consulter. Nous devons aller au kilt quand même. Oui, on va aller au kilt, même après le kilt, on peut se consulter pour savoir où serons-nous, ou soit nous allons nous proposer d'ici le soir qu'on reste en contact, comme ça on va voir. Ou alors carrément, on vient ici au campus. Bon, on va voir, oui, c'est ce que je dis. Nous allons nous entendre entre toi, moi et Jean Blaise. S'il trouve que chez son frère aussi il y a du courant permanent, partout où il y aura du courant, nous pouvons nous retrouver. Bon, donc si je comprends bien, on peut alors retenir les 3 places et on va voir ce qui sera faisable. Donc on retient, on propose, mais là on ne retient pas parce que c'est docteur Jean Blaise qui va donner la précision par rapport à la 7e rue. Mais toi, au moins, tu as souligné qu'à la maison, il peut y avoir un cadre pour travailler.
Et moi, j'ai proposé le campus. Donc, c'est comme ça qu'on va écrire à Dr. Jean Blaise et qu'on connaît comment je dirais, les formations ont plus tard aujourd'hui, quoi. Parce que demain, on doit se réveiller avec un programme. D'accord, c'est mieux. C'est mieux. Alors, moi, je vais tout faire pour les contacter. Jean Blaise, après, on t'écrit le message par WhatsApp. D'accord, c'est bon. Merci. Ouais, là, je me déconnecte déjà pour garder la charge.